Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Le 9 décembre, journée anniversaire de la loi sur la laïcité. Eh bien, c'est l'occasion de faire un bilan justement sur la place de la laïcité à l'école et dans les politiques éducatives. On en parle dans la première partie de notre émission. Et si vos ados découvraient le chant choral, c'est un des projets de la Philharmonie de Paris. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde fera la lumière sur les effets de la crise climatique sur l'école. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la reprise des consultations aujourd'hui par le président Emmanuel Macron en vue de choisir un Premier ministre. 5 jours après la censure de Michel Barnier et après une courte trêve consacrée à Notre-Dame ce week-end, l'heure est aux tractations politiques. Différents partis vont être reçus par Emmanuel Macron ces prochains jours. Ce matin, c'était les députés indépendants du groupe Lyot, les communistes et les écologistes. Écologistes qui s'engagent à défendre cette alternative voulue et exprimée par les Français le 9 juin dernier, comme le précisait la chef du parti Marine Tondelier ce matin sur RTL. Si c'est pour se retrouver avec un Premier ministre du camp macroniste qui mène une politique du camp macroniste, qu'irions-nous faire dans cette galère ? Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, le 9 juin dernier, a décidé de poser une question très claire aux Français. Personne ne lui avait demandé. Voulez-vous, oui ou non, une alternance ? Les Français ont répondu oui. Ils veulent un changement de cap politique. Donc notre travail à nous, force politique, c'est de préparer ça, y compris en discuter avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de discuter pour trouver des coalitions parlementaires. Et son devoir, c'est d'y consentir. Rien de plus, rien de moins. Et aujourd'hui, il s'enferme dans une forme d'obstruction. Et dans cette quête du prochain Premier ministre, le président de la République est pressé par son propre camp, à commencer par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui hier appelait à la nomination d'un gouvernement dans les prochaines heures. Elle a demandé au Bloc central de s'entendre sur un programme d'action avec les indépendants et les socialistes. En coulisses, plusieurs noms circulent, comme Sébastien Lecornu, le ministre démissionnaire des Armées, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ou François Bayrou. Le président du MoDem ne revendique pas le poste, mais se dit prêt au cas où. Il était hier au micro de France Bleu Béarn. On ne peut pas continuer comme ça. Et si je peux aider à ce qu'on sorte de tout ça, je le ferai. C'est une situation que pas un citoyen français ne peut accepter de voir perdurer ou s'aggraver ou se complexifier. On a besoin de sortir de tout ça. On a besoin de sortir de tout ça et dans tous les cas, la loi spéciale est prête. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Budget démissionnaire, Laurent Saint-Martin. Elle peut être présentée lors du prochain Conseil des ministres, a-t-il assuré. Une loi temporaire qui doit permettre à l'État de continuer à fonctionner en attendant l'adoption d'un nouveau budget pour l'année 2025. La suite donc, on espère demain matin. Lundi 9 décembre aujourd'hui, eh bien, c'est la journée de la laïcité en France et dans une étude publiée ce matin, l'OCDE salue l'efficacité de l'arbre à défis. Oui, cet outil pédagogique qui vise à éduquer les enfants de la primaire à la laïcité et aux faits religieux. Un jeu de débat pour développer son esprit critique et faire la distinction entre croire et savoir. Pour évaluer cet enseignement de 12 heures au total, l'OCDE a mené une étude en Île-de-France auprès d'environ 1800 élèves de CM1 et de CM2 de l'Académie de Créteil. Tout cela s'est déroulé entre décembre 2022 jusqu'à juin 2023. Alors ce qui en ressort, eh bien, le dispositif permet d'installer la liberté de conscience chez les enfants, comme l'explique Marianne Valfort, économiste qui a mené l'étude. Ça permet non seulement de transmettre des connaissances sur la laïcité, mais aussi de susciter l'adhésion des élèves à ce principe. L'arbre à défis réduit de près d'un tiers la part des élèves qui n'acceptent pas qu'un camarade dise qu'il est athée. Cette baisse est de 20% concernant l'expression d'une conviction chrétienne, de près de 40% concernant l'opposition à l'expression d'une conviction musulmane. Et puis, la part des élèves qui interviendraient pour empêcher un camarade d'imposer sa pratique religieuse augmente de 30% en moyenne. Et donc, ça renforce leur capacité à interagir positivement avec leurs camarades. L'arbre à défis améliore le climat scolaire. À noter également, selon cette étude, 100% des parents dont les élèves apprennent la laïcité grâce à cet arbre à défis ne s'opposent pas à ces séances. Est-ce à dire que cette valeur serait plus respectée en France ? Anne Genetet semblait aller dans ce sens en octobre dernier quand elle annonçait une baisse très nette du nombre d'atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires à la rentrée 2024 en comparaison avec l'année précédente. La laïcité, un socle essentiel selon la ministre de l'Éducation démissionnaire. Elle l'affirmait encore aujourd'hui en cette journée spéciale. Aujourd'hui encore, la laïcité est un rempart face à ceux qui veulent diviser, qui veulent intimider ou qui veulent instrumentaliser. Ensemble, nous résistons. Ensemble,
nous permettons à nos élèves de grandir et de s'épanouir sereinement grâce à un cadre qui les protège face aux tragédies qui ont endeuillé notre communauté éducative avec l'assassinat de Samuel Paty, l'assassinat de Dominique Bernard. Nous réaffirmons cette force collective. Le meilleur hommage à leur mémoire, c'est de rester fidèles à leur engagement, transmettre, éclairer, émanciper. Je sais pouvoir compter sur vous pour continuer à porter haut les valeurs de notre République. Et c'est ensemble que nous ferons vivre notre laïcité positive et émancipatrice, dans chaque école, dans chaque établissement, dans chaque classe, dans chaque conscience. Changement de sujet, les Français n'ont pas la bosse des maths, mais rien de fatal dans tout cela. Il existe des moyens de s'en sortir, et notamment en s'exerçant en famille. Alors comme ça, la France, dernière de l'Union européenne en maths pour les CM1 et avant-dernière pour les 4e. Ce sont les résultats publiés la semaine dernière de l'étude Teams, qui paraît donc tous les 4 ans. Qu'à cela ne tienne, pour certains observateurs comme Cléa Girard, neuroscientifique cognitive au Centre de psychologie et neurocognition de Grenoble, le cadre familial et les activités proposées par les parents pourraient changer la donne. Ces activités quotidiennes, ce sont en fait des activités de type ludique, par exemple les jeux, auxquels certaines familles ont l'habitude d'avoir recours, les jeux de société, type jeux de loi, les jeux de cartes, mais aussi tout un tas d'activités comme faire la cuisine avec son enfant et donc discuter de quantité, de faire des mesures, faire les courses avec son enfant et aussi rentrer dans des rapports de quantité, de mesures, etc. Donc toutes ces activités, en fait, ces opportunités du quotidien qui vont à un moment ou à un autre solliciter un contenu mathématique, parfois de façon totalement inconsciente, mais pourrait participer au développement des compétences mathématiques chez le jeune enfant. Et c'est notamment ces activités qui favorisent ou défavorisent les enfants. Il faut savoir que les différences de niveau dans l'apprentissage du langage se retrouvent en mathématiques, différences qui proviennent souvent d'inégalités socio-économiques qui transparaissent à travers les premiers tests nationaux effectués en primaire. Alors, un des objectifs essentiels de ces jeux, c'est d'éviter les barrières psychologiques vis-à-vis des maths. Plus on manipule les chiffres de façon détendue avec des parents de préférence détendus, moins on va s'en faire une montagne quand on sera devant la copie à l'école. C'est un peu ça l'idée. Un autre phénomène qui pourrait participer aux différences de compétences, c'est ce phénomène qui a été décrit comme une anxiété des mathématiques et qui révèle donc d'un véritable blocage, d'une véritable anxiété lorsqu'il s'agit de mobiliser du contenu mathématique. Et cette anxiété-là, elle pourrait aussi survenir du fait d'une certaine contagion de cette anxiété de la part des parents. Et effectivement, s'engager dans des activités plutôt ludiques éviterait cette transmission négative d'émotions négatives. Et d'ailleurs, la bosse des maths, le fait d'être naturellement doué en maths ou pas, finalement, c'est une croyance. Percevoir les quantités de manière plus ou moins approximative, c'est quelque chose de présent dès le plus jeune âge. Ensuite, pour l'apprentissage un peu plus complexe des mathématiques, tous les enfants sont égaux et capables de les apprendre. Voilà ce que nous apprenait ce matin la neuroscientifique Cléa Girard sur France Culture. J-15 avant le réveillon. Si vous n'avez pas encore fait vos achats pour orner vos maisons, n'oubliez pas qu'il est possible de se tourner vers des produits respectueux de l'environnement et notamment pour la star de la saison. Et oui, j'ai nommé le sapin qui s'arrache en France à plus de 6 millions d'exemplaires par an. Et sur 6 millions de sapins achetés, ce sont 5 millions de sapins naturels et 1 million de sapins en plastique. Alors si on choisit le plastique, il faut le garder pendant au moins 2 décennies, ce sapin, pour amortir son impact. Recommandation de l'ADEME, l'agence de transition écologique, parce que son poids en carbone, 50 kg de CO2, c'est 20 fois plus qu'un sapin naturel. Et oui, il est souvent importé d'Asie et provient de l'industrie pétrolière. Si on tient au sapin naturel, alors il vaut mieux veiller à sa provenance, en prendre un cultivé en France sur des parcelles qui leur sont dédiées. Et cela vous est garanti par certains labels type Plante Bleue, MPS, Max Havelaar ou encore agriculture biologique. Sinon, n'hésitez pas à vous lancer dans un sapin do-it-yourself fait de bois de récup, de ruban et autres matériaux qui traîneraient sûrement dans le garage. Et c'est très tendance. Merci beaucoup, Shirley. Le 9 décembre marque la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Une loi considérée comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France. Un sujet très important, évidemment, à l'école, que l'on dit même parfois alors malmené. Qu'en est-il? On en parle tout de suite avec nos invités. Marie-Laure Tirel, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau du Grand JT. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes référente laïcité au SE-UNSA. Pierre Kahn, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également sur le plateau du Grand JT, philosophe, historien de l'éducation. Au lendemain de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame et après une polémique qui avait fortement secoué le département de l'Aisne sur les calendriers de l'Avent, eh bien, aborder la question de la laïcité reste encore une gageure, on peut dire ça comme ça, en ce jour anniversaire de la loi de 1905. Alors pourquoi une telle incapacité, et c'est la question que je vais vous poser, la première question, Pierre Kahn, à faire la différence entre ce qui appartient finalement au domaine culturel, historique et ce qui appartient au religieux? Mais, pour ce qui est... moi, je me demande si on en parlait un peu hors antenne, si toutes ces questions concernent véritablement en propre la question de la laïcité. Bon, effectivement, Notre-Dame, c'est un monument historique qui est le patrimoine commun de tous. C'est tout à fait normal que, suite à son incendie, comment dirais-je, la rénovation soit célébrée. Le calendrier de l'Avent, c'est une pratique culturelle. Moi, j'ai eu des enfants qui n'ont pas du tout été élevés dans la religion, mais ils aimaient bien avoir un calendrier de l'Avent quand ils étaient gamins. Ça, c'est effectivement... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la différence? Peut-être parce que il y a une focalisation sur les enjeux civilisationnels de la laïcité qui, personnellement, me semble un petit peu excessif. Votre avis sur la question, Marie-Laure Tirel, et on va aller plus dans le détail ensuite. Oui, je pense que en fait la difficulté qu'on a aujourd'hui dans la société française, c'est l'incompréhension qui est aussi liée à la difficulté de compréhension du principe à travers comment est-ce qu'on peut l'appliquer, que ce soit dans les différents lieux, dans l'espace public, dans le service à l'école, qui rendent la compréhension du principe d'autant plus complexe. Et c'est vrai que quand on commence à être sur des sujets comme des lieux de culte, qui sont aussi des monuments historiques, là, effectivement, ça se complexifie d'autant plus. Alors, est-ce qu'on peut rappeler où commence et se termine le principe de laïcité? Je sais que c'est assez exhaustif. Nous n'avons que peu de temps. Je fais des grands yeux, là. Oui, je comprends, Pierre Kahn, mais quand même... Non, mais s'il y a bien un problème, justement, aujourd'hui, de n'arriver pas à arriver à faire cette différence, c'est bien que parce que peut-être que cette loi sur la laïcité, ou en tout cas le principe de laïcité, n'est pas forcément compris. Le problème avec le principe de laïcité, c'est qu'il peut recevoir des interprétations variables. Et qu'en France, notamment, je ne parle que de la France, il y a véritablement un conflit, si je puis dire, d'interprétation concernant la laïcité. C'est-à-dire que il existe des façons de se réclamer de la laïcité qui ne sont pas d'accord avec d'autres façons de se réclamer de la laïcité. Ça, je pense que pour enchaîner sur ce que Marie-Laure Tirel a dit, c'est une des raisons de la complexité de ce principe. C'est que c'est un principe, au fond, polysémique, et qui peut avoir, y compris dans le droit, des interprétations évolutives, en quelque sorte. Et c'est pour ça que vous posez la question, et c'est le titre de votre dernier livre d'ailleurs, quelle laïcité voulons-nous? C'est ça la question qui finalement, c'est le sujet qui fait encore débat. Disons qu'aujourd'hui, on ne peut pas partir d'un principe simple. Le Conseil des sages de la laïcité, pourtant arrive à en donner une certaine définition de principe. On ne peut pas, nous, citoyens, se dire on part de ce principe-là pour permettre la liberté de culte, par exemple? La liberté de culte, ça c'est quand même un acquis absolument indépassable, oui. La laïcité. Mais vous parliez du Conseil des sages. Le débat dont je parlais, il a existé au sein même du Conseil des sages. Je rappelle que l'an dernier faisait partie du Conseil des sages le sociologue Alain Policard, et qui a défendu un point de vue sur la laïcité. Je ne dis pas que je le partage, je ne dis pas que je ne le partage pas, mais c'est un point de vue qui avait des arguments. Sur le voile. Sur le voile, notamment, et sur la pertinence de la loi de 2004. Et
bon, il a été exclu par décision de la ministre de l'époque, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale. Vous voyez bien que le débat a du mal à exister, hein, puisqu'au sein même du Conseil des sages, il y a eu ce débat, et que Alain Policart a été amené à quitter le Conseil des sages. Donc au fond, alors je ne dis pas qu'il est le seul dans le Conseil des sages d'ailleurs à représenter cette tendance, mais vous voyez bien que malgré tout, il y a plusieurs tendances et que, disons que le Conseil des sages, son orientation globale est plutôt en faveur de l'une de ces tendances, disons la tendance un peu, entre guillemets, stricte, on va dire, ou qui se veut telle, en tout cas. Est-ce qu'au SE-UNSA, Marie-Laure Tirel, vous avez aussi cette idée qu'il existe plusieurs laïcités et qu'il faudrait donc choisir, en tout cas opter pour une laïcité précise, un principe de laïcité précis? Alors, en fait, au SE-UNSA, on considère que la laïcité ne peut pas être adjectivée. On entend souvent la laïcité stricte, une laïcité un peu plus libre ou libérale. Il y a plusieurs livres qui vont porter sur la laïcité dévoyée, la laïcité... enfin, bref, quelle laïcité ? Pour nous, il n'y en a qu'une. Finalement, c'est celle qui est indiquée dans la loi et qui permet effectivement les différentes libertés qui ont été données dans la loi, alors dans différentes lois, puisqu'il y a les lois qui régissent l'école, puisque je rappelle que l'école a été laïcisée avant la République et avant la loi de 1905. Mais en fait, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés dans l'école notamment pour faire appliquer le principe de laïcité, parce que on a des compréhensions et des applications qui peuvent être différentes selon justement ces différentes compréhensions et applications selon si on est plus effectivement pour ou contre la loi de 2004. Aujourd'hui, la loi, elle existe, on doit l'appliquer et donc on doit aussi faire comprendre aux élèves pourquoi la laïcité est un principe de liberté et non pas d'interdiction. Mais vous ne remettez pas en cause les lois quand vous proposez la question de la laïcité. Je suis un citoyen exemplaire. Voilà. Je ne remets absolument pas en cause les lois. Voilà, mais le fait de ne pas remettre en cause les lois n'interdit pas, comme tout citoyen dans une démocratie, de les discuter, discuter le bien fondé et d'essayer, dans la mesure des moyens de chacun, éventuellement de les amender. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Il a existé des lois tout à fait iniques dans l'histoire de la République française. Il en a existé d'autres qui étaient beaucoup plus justes. Bon, je ne dis pas que la loi de 2004 est inique. Hein. D'ailleurs, je pense qu'à certains égards, elle pourrait se justifier. Mais j'aurais juste vous répondre, madame, quand vous dites la laïcité ne peut pas être adjectivée. Dès l'instant qu'il y a plusieurs compréhensions de la laïcité, je ne vois pas comment on pourrait éviter de les adjectiver. Le problème, c'est pas adjectiver ou pas adjectiver. Le problème, c'est de trouver les bons adjectifs qui permettent précisément au débat d'avoir lieu, c'est-à-dire d'être clair et que l'on sache très bien à quel type d'orientation on se réfère. Je serais d'accord avec vous pour dire que laïcité stricte, laïcité ouverte, ce genre de qualificatif n'est pas très bon. Non, mais ce n'est pas parce que c'est un principe qui n'est pas adjectivable, c'est parce qu'il faut en trouver d'autres. Une réponse ? En fait, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, la laïcité, c'est un concept, c'est un principe qui est très important en France notamment, du fait de sa construction. Et pour moi, ouverte ou fermée, alors je peux le comprendre dans d'autres pays, parce que effectivement, selon les pays, on peut avoir des conceptions différentes de la laïcité. En France, on peut effectivement avoir comme on disait tout à l'heure, des petites, le curseur où on le place selon les lieux, ça, je suis tout à fait d'accord. La laïcité va être, par exemple, on pourrait dire qu'elle est plus ouverte dans l'espace public que dans le service public en lui-même, pour les agents notamment. Elle est plus stricte à ce moment-là. Mais moi, quand je parle de la laïcité en général, à ce moment-là, je ne vois pas comment on peut la qualifier en fait avec un adjectif. C'est là où je m'interroge, parce que pour moi, la laïcité est un principe constitutionnel qui ne peut pas
Et si on l'adjective et qu'on peut penser à dévoyer, par exemple, c'est un mot qui me... La laïcité dévoyée, on l'entend souvent, ce terme. Est-ce que ça voudrait dire que la laïcité à la française, on peut justement s'en éloigner et réussir à ne pas justement respecter la loi, qui est quand même un fondement de notre République pour garantir aussi ses valeurs? C'est là où c'est un risque. J'ai l'impression qu'on vous répondait un peu vous-même à votre question finalement, c'est-à-dire que le fait de la dévoyer et de ne pas suivre la loi, le principe est là. Je rebondis sur les calendriers de l'Avent. Vous en avez parlé, vous nous avez donné votre point de vue sur la question. Vu que ça a fait l'objet effectivement d'une polémique, on ne va pas insister des heures, mais j'aurais quand même votre avis sur la question, Marie-Laure Thirel. Alors nous, je sais que c'est un sujet qui m'a quand même inquiétée. Ça va, la polémique finalement n'a pas été grandissante parce que selon nous, en tout cas, l'Avent en lui-même est une période religieuse. Chrétienne qui est donc juste avant Noël, donc toute la période de préparation à la naissance en fait dans la religion chrétienne du Christ. Et donc, c'est vrai que ce terme en lui-même pouvait poser problème, le fait d'être avec un E dans les écoles, puisqu'on pouvait avoir ensuite des questions de poser. Pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre ce terme qui a une connotation religieuse et dont des parents savent et des familles qui sont chrétiennes et catholiques savent que c'est bien une période religieuse dans les écoles. C'était juste une alerte là-dessus. À partir du moment où les enseignants, où il n'y a pas de connotation du tout religieuse et que c'est fait de façon neutre, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de souci. Alors Pierre-Kahn, est-ce qu'on peut se départir, pardon, je rebondis, est-ce qu'on peut se départir justement de la culture française qui est née aussi, finalement, de cette religion qui était là en France, et c'est ce calendrier de l'Avent, donc A-V-E-N-T. Oui. Voilà. Il y a un équilibre à trouver. D'une part, effectivement, il y a une culture, il y a des traditions culturelles, historiques, mais bon, il y a aussi une France qui est de plus en plus diverse, pour reprendre certaines analyses actuellement qui ont beaucoup de succès, qui est de plus en plus archipélisée. Voilà, il faut aussi tenir compte effectivement de ça et trouver l'équilibre. Moi, je crois que ce que vous dites est tout à fait justifié. On peut utiliser ce genre de tradition culturelle à condition effectivement de ne pas marquer particulièrement son origine religieuse ou son enracinement religieux. Donc c'est de la sémantique en fait, parce qu'en fait si on enlève avant, la question ne se pose plus. Oui, ça pourrait être une question de sémantique, mais oui, moi, j'avoue que pour moi, c'est pas vraiment un problème. Non, mais je comprends, mais comme ça fait polémique, j'en parle parce que c'est aussi un sujet et que la question se pose pour beaucoup de choses, donc notamment ça. Quid du sapin, je me permets de rebondir, Marie-Laure Thirel, parce que le sapin, c'est aussi, ça va avec Noël. Quid des fêtes de Noël, des traditions, des fêtes de Pâques. Alors, on a justement sur la sémantique, ce sont les vacances de printemps, mais je veux dire, les œufs de Pâques, etc., tout ça, ça fait partie effectivement des traditions religieuses, enfin de la culture religieuse. Donc est-ce qu'il faut définitivement sortir de cela ? Bien, écoutez, quand on me pose cette question, généralement, je renvoie justement à la commission Stasi qui était à l'initiative de la loi de 2004, parce que cette commission, elle avait été missionnée en fait par Jacques Chirac à l'époque pour faire un bilan justement de la laïcité en général dans la société. Et l'une des préconisations suite à l'ensemble des auditions avait été le calendrier annuel avec notamment les jours fériés pour que ce soit un peu plus équilibré sur les journées qui sont plutôt aujourd'hui des jours fériés qui sont d'origine catholique. Et donc ça n'a pas été repris, mais c'est vrai que c'était une solution pour pouvoir avoir une sorte d'équilibre entre les différentes religions pour qu'on puisse avoir aussi justement la laïcité qui puisse montrer que l'ensemble des religions, c'est pas que le côté justement culturel et traditionnel, mais qui est bien la prise en compte de l'ensemble des religions dans le pays. Et après, au niveau des fêtes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du culturel et d'autres du cultuel. Et donc, il faut bien différencier. Pour le sapin, on sait que le sapin, il a été sécularisé et qu'il n'est plus du tout cultuel en fait. À partir du moment où dans la décoration du sapin, on met pas d'étoiles en haut,
Tange ou des choses comme ça, il devient complètement sécularisé et donc neutre. Très bien. Alors que la crèche, pour le coup, n'est pas du tout neutre et toujours cultuelle. J'ai compris, mais alors je continue parce on manque de temps et on a tellement de choses à dire sur ce sujet. La laïcité, on en parle beaucoup, vous le disiez, peut-être en parlons-nous trop? C'est aussi une question que vous posez. Selon une enquête de l'Institut Jean Jaurès en 2020, 91% des lycéens seraient tout à fait tolérants envers les autres religions et le respect de toutes les croyances ou non. Alors comment explique-t-on du coup toutes ces atteintes à la laïcité que l'on voit fleurir partout dans les établissements scolaires, Pierre Kahn? Le paradoxe, c'est que c'est précisément cette tolérance foncière et extrêmement majoritaire de la plupart des lycéens qui les rend méfiants vis-à-vis d'une laïcité qu'ils ont tendance à voir et à comprendre comme intolérante. Je trouve que le problème qui est posé par ce sondage, c'est quelle image de la laïcité donnons-nous aux jeunes ? D'autant que ces enquêtes portent donc sur des jeunes, oui, et que la question qui se pose, c'est de savoir si leur réponse est un effet d'âge ou un effet de génération, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que si c'est un effet d'âge, on peut penser que peut-être en vieillissant, ils seront plus un peu comme tout le monde, etc. Si c'est un effet de génération, d'une certaine façon, c'est plus embêtant, et je dirais que la laïcité, elle est mal partie pour 2 ou 3 générations si ça continue comme ça. Et donc il y a un problème, un vrai problème qui est posé à la façon dont on présente la laïcité. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord quand vous disiez qu'il ne faut pas qu'elle soit perçue comme une source d'interdiction. Le problème, c'est que la plupart des lois laïques actuelles se formulent sous la forme de l'interdiction. Ça pose une question. Ça pose la question de savoir si la sanction est bonne ou pas, Marie-Laure Tirel. Vous êtes là ? Oui. Est-ce que la sanction est bonne? J'ai eu une petite coupure, je suis désolée. Oui, alors c'est dommage parce que c'est très intéressant ce que dit Pierre Kahn, mais j'espère que vous avez entendu effectivement. Voilà, donc la sanction est-elle bonne ou pas? C'est ma question, et surtout de rebondir à ce que vient de dire notre invité. Alors, je pense que déjà, on sait que quand il y a une atteinte à la laïcité, dans plus de 90% des cas, le dialogue permet de résoudre difficulté. Donc la sanction, elle vient vraiment dans les cas les plus extrêmes, là où les familles ou les élèves ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit dans la règle finalement qui est dans le règlement intérieur. Et ce que je voulais quand même dire aussi, c'est que je pense que c'est quand même un effet effectivement générationnel par rapport à ce que disait Pierre Kahn, puisque on voit quand même que les jeunes sont plus le principe. Pour autant, on sait aussi que ça a été repris au niveau de l'école depuis quelques années, alors que ça avait été un sujet plutôt délaissé depuis les années 80-90, et donc depuis, on va dire, depuis les attentats de Charlie Hebdo finalement de 2015, on a un retour de ce sujet dans les écoles et les établissements qui amène à ce qu'on en parle davantage et qu'on fasse plus de pédagogie. Ce qui pose problème, c'est que les enseignants ont des difficultés à justement transmettre le principe. Ben oui, transmettre le principe parce qu'il faut être formé pour ça. Alors, il y a les contractuels déjà qui n'ont pas le temps d'être formés pour ça dans la plupart des cas. Et puis, le reste des enseignants. Depuis la mort de Samuel Paty, c'était en 2020, je le rappelle, le gouvernement a largement renforcé ses modules de formation et se targue de former, alors je dis le gouvernement, bon, je ne fais pas d'allusion, mais bon, voilà, tous les adultes, donc se targue de former tous les adultes présents dans les écoles, collèges et lycées. Donc ma question, pour vous deux, même si vous n'êtes pas forcément tout le temps dans l'école, mais vous êtes quand même informés, et vous davantage peut-être avec le SNUSA, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une problématique réelle de formation? Et est-ce que finalement, les modules sont là? Marie-Laure Tirel. Au niveau du syndicat des enseignants de l'UNSA, on a fait justement une grande étude, une enquête l'année dernière au printemps. Et on a eu 5000 répondants de différents corps de métier, AESH, AED, professeurs, CPE, etc. Et ce qu'il en est ressorti, c'est quand même donc plus de la moitié effectivement des collègues sur l'ensemble des répondants qui indiquent ne jamais avoir eu de formation. Sur les nouveaux qui ont une formation initiale, effectivement, ils sont formés dans les INSPE, mais de façon très disparate selon les territoires.
et aussi selon les modalités, le contenu en lui-même. Beaucoup de personnels nous disent que finalement, ils ont eu une formation, ils ont eu donc les connaissances de ce que c'est que le principe de laïcité. Quand on leur demande par contre s'ils se sentent capables désormais de transmettre le principe en classe, là, on n'est plus qu'à 50% de sentiment de capacité. Donc, on voit bien qu'en fait, finalement, ce qui pose problème, c'est pas forcément la connaissance même du principe, mais comment le transmettre aux élèves. Et alors, juste aujourd'hui, il y a eu une étude de l'OCDE qui est sortie sur une méthode, en fait, qui a été expérimentée sur des départements de l'Île-de-France et qui montre plutôt de bonnes choses sur donc des situations où on travaille avec les élèves la différence entre le savoir et croire. Et rien que de travailler le fait religieux aussi en classe, chose qui n'est pour l'instant pas vraiment dans les programmes, eh bien, on voit que la compétence sur la laïcité, la compréhension, d'autant plus, et donc l'empathie, le fait, la tolérance, etc. également. Je vous laisse le mot de la fin, Pierre Kahn, sur ce sujet. C'est gentil. Le mot de la fin, d'abord, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajoute que... au niveau de la formation des enseignants, qui est le point que je connais un peu le mieux, je pense effectivement que les contraintes de la formation actuelle, avec un master en 2 ans, et la nécessité de faire dans ce master des tas de choses en termes de didactique, en termes d'apprentissage fondamentaux, de connaissances de l'école, de problèmes liés à la maternelle, à l'enfance handicapée, etc., fait qu'il existe extrêmement peu de place. D'ailleurs, pour chacun de ces items, il existe très très peu de place. C'est-à-dire que, et donc pour la laïcité aussi. Et donc tout ça est réduit à quelques séances où effectivement on va énoncer des principes très généraux, du genre la loi de 1905, etc. Mais sans jamais on n'a jamais le temps de faire réfléchir les élèves, enfin les étudiants qui se destinent à ce métier sur la complexité des problèmes dès qu'il s'agit de les traduire effectivement en situation pédagogique. D'où la complexité effectivement pour les élèves de comprendre réellement ce que sont les laïcités, puisque je fais encore à nouveau allusion au titre de votre livre, Quelle laïcité voulons-nous? C'était chez quel éditeur? ESF. Voilà, ESF. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange, à cette discussion sur la laïcité. Marie-Laure Tirel, je rappelle, vous êtes référente laïcité au SE UNSA. Pierre Kahn, philosophe et historien de l'éducation. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, je vous donne rendez-vous dans La Quotidienne pour une interview exclusive avec une personnalité qui parle pédagogie ou parentalité. Ne manquez pas non plus l'Anti-Sèche pour décrypter l'actualité à partir des programmes scolaires. Et puis, en fin d'émission, les conseils de nos chroniqueuses en matière de littérature jeunesse, de pédagogie, d'alimentation ou de parentalité. À très vite. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Indiana Vollmann. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable de la recherche et de l'évaluation à la Philharmonie de Paris. Beaucoup de projets à la Philharmonie de Paris, bien entendu, dont un qui nous tient à cœur aujourd'hui. C'est le projet Ève qui se déploie dans 11 collèges, il me semble, répartis dans les 3 académies d'Île-de-France. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le projet Ève, dont on a parlé en début d'émission sur le chant choral, le lien? Alors, le projet Ève, porté par la Philharmonie de Paris, se développe en effet jusqu'à maintenant dans 11 collèges des 3 académies franciliennes. L'idée, c'est d'avoir une pratique hebdomadaire de chant choral pour des jeunes sur 2 années, avec une approche psychocorporelle, c'est-à-dire un accent qui est mis sur l'implication du corps dans la pratique chorale à l'école. Alors, j'imagine que pour vous, ça paraît assez évident, peut-être pour que d'autres personnes un peu moins. En quoi le corps joue beaucoup, justement, sur le chant et la pratique du chant? Ou l'inverse, d'ailleurs? Alors, quand on chante, on mobilise forcément son appareil vocal, phonatoire, respiratoire, de la même façon que quand on parle. L'idée d'avoir une pratique un peu renforcée du chant, ça permettait une entrée en musique dans le mouvement, de vraiment prendre conscience que lorsqu'on chante, c'est pas juste la bouche qui bouge, mais qu'il faut aussi réussir à prendre une posture, avoir une posture corporelle, un appui, la respiration, enfin travailler sur tout ça,
avec des professionnels qui sont formés pour ça. C'est-à-dire que ce projet Eve, il mobilise une équipe pédagogique interdisciplinaire, donc avec des pédagogues qui viennent de différentes disciplines et qui apportent tous quelque chose dans cette approche psychocorporelle du chant. Alors, en dehors de l'aspect purement artistique, de savoir effectivement d'apprendre à chanter, il y a toute cette approche dont vous parlez, cognitive. Quels sont les avantages justement de ce chant choral? Qu'est-ce que ça apprend aux enfants? Alors, beaucoup de choses. De la même façon que quand on pratique un instrument, quand on chante, il y a l'aspect chant choral, il y a l'aspect collectif. Donc, il y a beaucoup de compétences sociales qui sont mobilisées pour essayer de faire le groupe. Et puis quand on chante, il y a un répertoire à connaître, il y a mobilisation de fonctions exécutives, de fonctions cognitives. Enfin, il y a au même moment beaucoup de fonctions qui sont nécessaires pour réussir à produire collectivement la musique. Donc c'est un avantage. Et le projet F se déploie donc dans les collèges, on l'a dit. Et les compétences orales sont désormais évaluées à différents moments de la scolarité de l'élève, au brevet et au baccalauréat. Et l'idée, c'est que la pratique du chant choral dans Eve vient soutenir aussi ce développement de compétences oratoires. Est-ce que le talent musical est inné ou ça s'acquiert avec le temps? On peut dire que tout le monde peut progresser. C'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir, c'est que comme dans tout apprentissage, on n'aura pas forcément la même vitesse d'acquisition de compétences, puisqu'il y a des compétences très variées, on l'a dit, il y a des compétences techniques, mais il y a mobilisation de plein d'autres ressources. Donc on n'a pas tous forcément la même vitesse d'apprentissage, par contre on peut tous progresser, et donc je pense qu'on peut tous s'engager dans une activité nouvelle, et en particulier une activité musicale. On peut tous chanter, donc on peut tous chanter juste. Alors, on peut tous chanter, on est tous, c'est presque un trait, je me ferai reprendre si des collègues anthropologues m'entendaient dire ça, mais le chant semble être quand même, semble revêtir un caractère universel. On l'a dans toutes les cultures, tous les bébés, tous les nouveau-nés naissent avec la voix et le chant de leur maman, dans toutes les cultures. Donc on est bercé avec le chant depuis toujours. On peut tous essayer de se lancer. Ensuite, il existe, ça concerne une toute petite proportion de la population, mais des personnes qui n'ont pas de plaisir à la musique, à la pratique de la musique. Mais il n'empêche que voilà, c'est bien d'exposer la grande majorité des humains à la pratique du chant. L'idée justement du chant choral, notamment au collège, c'est aussi effectivement, et vous le disiez, c'est le collectif. Est-ce que cela amène peut-être certains qui pensent qu'ils n'ont pas les compétences à essayer de se lancer plus facilement? Le fait que ce soit dans l'école? Oui, dans l'école, et surtout que ce soit collectif. C'est le chant choral. Absolument. Pouvoir se fondre dans le groupe, je pense que c'est essentiel quand on est un ado. Et en même temps, c'est un travail qui vient soutenir une trajectoire individuelle. On prend conscience de sa propre voix et de comment on arrive à mêler sa voix à celle des autres. Donc oui, c'est un côté rassurant d'être dans le groupe au départ, mais évidemment, il y a un travail individuel à faire et qui est réalisé quand on pratique le chant choral. Oui, on pourrait à la limite profiter de ces moments pour pouvoir étudier à la fois la musique, on le disait, le texte, les partitions peut-être l'écoute aussi, davantage à la maison, en dehors, et en même temps pratiquer en groupe. Alors, la pratique, c'est ce que l'étude qui a suivi le projet F pendant ces 2 années avec un angle de psychologie clinique a permis de démontrer. C'est bien que cette pratique chorale en groupe a développé non seulement une meilleure relation à sa voix, à sa propre voix, mais à favoriser aussi une écoute de groupe, une écoute de l'autre. Donc oui, cette pratique du chant choral permet de faire le pont entre l'individuel et le groupe. Donc si on pousse un peu plus loin, l'écoute, c'est aussi apprendre à mieux se connaître finalement par le biais du chant et de la musique. Parce qu'on s'écoute aussi davantage, non? On pourrait le dire comme ça, et surtout à la puberté. On sait que cette période, donc là on s'adresse à des collégiens, c'est une période qui est marquée par des transformations corporelles et vocales très fortes avec la mue. Il faut le rappeler, la mue concerne les garçons mais aussi les filles à cet âge-là. Et donc avoir une pratique chorale qui permet de travailler, d'exprimer et de travailler spécifiquement sur les transformations vocales permet aux jeunes de se développer en se connaissant mieux. Et évidemment, ça lui fait du bien. Et dire que c'est un exutoire, c'est une idée reçue ou pas? Est-ce que le fait simplement de chanter, de projeter, est-ce que ça peut permettre aussi aux jeunes, mais aux moins jeunes bien sûr, mais là c'est l'idée du projet Eve. Voilà. On pourrait le dire comme ça. On pourrait aussi rappeler que pratiquer
le chant en groupe libère des endorphines dans le groupe, c'est-à-dire une hormone qui permet de se sentir mieux. Donc oui, chanter ensemble, ça fait du bien. On va peut-être voir les gospels se former aussi ici en France et plein d'autres possibilités. Ben oui, bien sûr. Est-ce que la musique stimule la mémoire? Vous l'avez évoqué au départ. Pour les textes, on comprend, une partition, on comprend, mais est-ce que sur le biais cognitif, sur le biais... Je crois que vous êtes chercheur en neurosciences, non? C'est ça? Oui. Voilà. Donc, est-ce que la musique stimule la mémoire? La forme pédagogique dans laquelle on place l'individu, en effet... permet de développer des processus de mémorisation. Par exemple, dans des projets éducatifs comme à la Philharmonie, où ça ne se base jamais sur des partitions, mais au départ, une entrée par l'imitation. Ah oui. Évidemment, ça met l'accent sur les processus de mémorisation, très fortement. Oui. Et forcément, on parlait des émotions, notamment, encore une fois, pour les collégiens. C'est une façon aussi de pouvoir éveiller beaucoup de choses, peut-être sur le plan artistique, éveiller aussi certaines émotions, et peut-être aussi les calmer, enfin pas les calmer, mais disons, les adoucir. On l'espère. Ce qui a été montré avec cette étude qui a porté sur ce projet, c'est bien que... le projet est venu soutenir les transformations des jeunes en leur permettant d'exprimer des choses qui, en général, sont gardées à l'intérieur au moment de ces transformations pubertaires. Et en ça, c'est un travail sur les émotions qu'ils ont dû réaliser, d'accepter leur voix et d'accepter de se mettre un peu à nu devant les... Oui, à nu, la confiance en soi, forcément, qui joue énormément. L'apprentissage du langage et aussi des maths, c'est ce que j'ai lu concernant le chant. Est-ce exact ou pas? Ou la musique, peut-être de manière plus générale? Alors, ce qu'il faut rappeler de manière certaine, c'est que la pratique de la musique, que ce soit par un instrument ou avec le chant, mobilise un certain nombre de ressources qui peuvent être utilisées dans d'autres contextes d'apprentissage, et donc sont très importants pour l'apprentissage dans les apprentissages fondamentaux. Le lien direct qu'on peut faire le lien causal qu'on peut faire entre la pratique instrumentale et l'amélioration des performances en mathématiques, par exemple, reste encore à prouver. Très bien. Un concert à venir en juin ou pas? Alors, pas juin 2024, pas juin 2025, mais juin 2026. Très bien. Bon, on se reverra d'ici là, si vous le voulez bien. On vous accueillera avec joie sur ce plateau. Merci beaucoup, Indiana Vollmann, d'être venue sur le plateau du Grand JT. Vous êtes responsable de la recherche et de l'évaluation à la Philharmonie de Paris. Donc, pour ce projet Ève, exister avec la voix ensemble. Merci beaucoup. Et on va retrouver tout de suite Shirley pour sa chronique. En ce moment et jusqu'au 13 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite, se tient la 16e édition d'une conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et c'est la première fois que la France rejoint les pays affectés par ce phénomène. L'occasion de se pencher, Shirley, sur les conséquences du changement climatique sur nos écoles. Alors, l'extension des déserts, c'est assez loin de nous en France. Alors pourquoi on serait affecté par ce phénomène? Attention, ce serait se méprendre sur la définition de désertification qui désigne en réalité la dégradation persistante des écosystèmes des zones arides due à un changement climatique et aux activités humaines comme les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et la pollution. Désertification égale détérioration des terres et sécheresse. Ah, pas si loin de nous. Alors, écoutez le secrétaire d'État chargé de la francophonie, Tiani Mohamed Swahili, lors de cette COP16, c'était la semaine dernière. Plusieurs de nos territoires d'outre-mer n'échappent pas au défi de la désertification. Il est donc important, à l'occasion de cette COP, de prendre acte de cette réalité et d'annoncer que nous sommes, comme tant d'autres pays européens, partie affectée auprès de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le phénomène affecte les territoires d'outre-mer, on vient de l'entendre, mais aussi le pourtour méditerranéen, avec une baisse très importante du cumul des précipitations depuis 1960 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusqu'à moins 45% l'été. Et puis, souvenez-vous de cette sécheresse extraordinaire de 2022 qui a touché un tiers du territoire en France. Elle pourrait devenir la norme à la fin du siècle, selon le GIEC. Alors, en quoi les écoles sont-elles touchées, Shirley ?
Eh bien, ce sont des dizaines de milliers d'institutions scolaires qui sont mal isolées à travers la France, trop chaudes en été, trop froides en hiver. À Marseille, il y a 2 ans encore, un tiers des écoles étaient de véritables passoires thermiques en surchauffe l'été. Depuis, dans le cadre du plan Marseille en grand, voulu par le président Emmanuel Macron, des travaux de rénovation ont débuté. Alors, plusieurs écoles ont commencé à être rénovées, à être équipées de ventilateurs ou de salles modulables, par exemple. Mais un rapport sénatorial publié cette année a pointé les incertitudes financières de ce plan. Finalement, on ne sait pas vraiment si la ville ira au bout de ses chantiers. Autre exemple, à Montpellier, 16% des écoles, la plupart dans les quartiers populaires, seraient aussi des passoires thermiques. En 2022, l'association Une école, un avenir avait attaqué le maire de la ville en justice, l'accusant de ne pas protéger les enfants contre la canicule. À Toulouse, enfin, et comme dans d'autres villes de France, la tendance est à la transformation des cours de récré, majoritairement bâtis dans les années 60-70, avec donc beaucoup de goudron, ce qui étouffe vite quand les températures augmentent. On des bitumes pour végétaliser. Pour cela, encore faut-il de l'argent et les avancées sont lentes, surtout faute de budget pour l'année 2025. Voilà pour la métropole. Direction les Outre-mer, le territoire ultramarin. La Guyane est en plein épisode de sécheresse en ce moment, ce qui désorganise totalement l'éducation des enfants. Et oui, 18 mois qu'un déficit de pluie entraîne une importante sécheresse des fleuves du Haut-Maroni et de l'Oyapock, fleuves qui marquent les frontières naturelles du territoire à l'ouest et à l'est, et dont le niveau est historiquement bas, Virginie. Or, les populations alentours dépendent de ces fleuves pour se déplacer, acheminer de l'eau, de la nourriture, amener les enfants à l'école. Certains collèges, comme le collège Mahaillé dans la commune d'Apatou par exemple, ont dû aménager les horaires car il n'est plus possible pour les pirogues qui viennent des villages éloignés de la commune de circuler sur certaines portions du fleuve du Maroni. Les élèves finissent donc leur trajet à pied et pour éviter qu'ils ne rentrent tard la nuit en cet hiver, on les fait partir 1 heure plus tôt. Beaucoup d'élèves sont malgré tout absents, selon la directrice d'une école de cette commune, Emmanuelle Saroul. On a des directives du rectorat, on essaie de trouver des moyens alternatifs pour assurer une continuité pédagogique, mais ce sont les enfants les plus éloignés qui sont les plus impactés, comme d'habitude, malheureusement, on a envie de dire. Dans le collège de Papaïcheton, plus en amont du Maroni, il fait parfois jusqu'à 40 degrés en cours et le courant électrique s'arrête fréquemment, donc plus de ventilateurs et les élèves s'endorment. À cela s'ajoutent des coupures d'eau. Mais ce collège fait tout pour rester ouvert quand d'autres établissements ont dû être fermés par le rectorat tant leur situation n'était plus tenable. C'est le cas des écoles d'Antekoum, Pata et de Pilima qui demeurent inaccessibles. Alors, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, des profs ont été transférés par les hélicoptères de l'armée pour rejoindre le village de Pilima et donner cours aux 20 élèves dont l'école avait dû être fermée. Ils sont partis avec leurs enfants et des vivres. Même procédé pour acheminer certains élèves du Haut-Maroni qui ne pouvaient plus aller dans leur école pour suivre leurs cours à distance dans le cadre du projet Guyane Connectée. Ils ont rejoint le collège de Maripasoula par voie aérienne pour continuer là-bas leur scolarité. Au total, ce sont 8000 élèves du Haut-Maroni, de Camopi et des Trois-Sceaux, ainsi que plus de 360 enseignants qui sont directement impactés par la situation. Et on le voit, si en temps normal, l'enclavement du territoire guyanais est un problème, avec le dérèglement climatique, tout devient quasi impossible, du moins terriblement compliqué. Et donc, les inégalités territoriales deviennent plus criantes que jamais. Oui, et c'est d'ailleurs ce que pointe un récent rapport d'Oxfam sur le changement climatique, publié à la rentrée de septembre selon l'ONG. D'ici 2030, 55% des écoles maternelles, soit 1,3 million d'élèves, seront concernés par des périodes où les températures vont dépasser 35 degrés à l'intérieur des classes. Des conditions inégalement réparties sur le territoire, avec dans certains départements quasi 100% des élèves touchés, ce qui constitue une réelle menace au droit à l'éducation et à l'égalité des chances. On retiendra ce chiffre, 2% de performance cognitive en moins pour chaque degré supplémentaire. Merci beaucoup Shirley. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.
Sacrée aventure, étude sur la nouvelle génération, justement, son lien et son rapport surtout avec le travail. Votre enquête notamment a été menée avec Ipsos. Elle révèle notamment que 86% des dirigeants aujourd'hui perçoivent la génération Z comme différente des générations précédentes. Oui. C'est un chiffre conséquent. En quoi justement est-elle distincte, en tout cas conçue, vue comme distincte par les chefs d'entreprise, et quelles caractéristiques de cette nouvelle génération ressortent le plus auprès d'eux? Alors, juste avant de rebondir sur ce chiffre précis, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui nous a quand même surpris quand on a lancé l'étude, c'est que les résultats sont quand même plus nuancés que ce qu'on pensait. Donc déjà, c'est quand même un premier point, même si on voit des grandes différences de perception entre les dirigeants d'entreprise et les jeunes. Donc il y a 2 points particuliers que je voudrais mettre en avant, puis après je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez. Le premier point, c'est autour de la perception du travail. Ils ont une perception différente du travail. Les dirigeants, ils interprètent que les exigences de la génération Z, ils l'interprètent comme un manque d'engagement et d'investissement, alors qu'il s'agit en réalité d'un besoin de réactivité et de respect des conditions. De l'autre côté, l'investissement des jeunes, il dépend d'une contrepartie immédiate, notamment sur des sujets de flexibilité, de valeur et de reconnaissance. Donc, si on pouvait donner un titre à cette enquête, ce serait Génération Z, patron d'entreprise, le grand malentendu. Alors, La Fontaine Safe Water Cube, elle peut sauver l'humanité? Elle peut, enfin non, malheureusement, elle ne pourra pas sauver l'humanité, mais au moins elle peut aider beaucoup de personnes, alors surtout beaucoup d'enfants, à ne pas être malades et à pouvoir aller à l'école tous les jours. Et parce qu'en fait, l'eau, c'est un moyen qui permet l'éducation des enfants, parce que 80% des maladies des enfants dans les pays en voie de développement comme l'Afrique ou l'Asie, eh bien 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils boivent. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ces fontaines qui font la différence? Eh bien, en fait, j'étais chef d'entreprise et puis j'avais différentes sociétés dans le textile. Et un jour, je me suis lavé les dents. J'étais dans un hôtel en Égypte. Je me suis lavé les dents. J'ai contracté une septicémie. Et suite à cette septicémie, elle a détruit ma valve aortique. On m'a fait une greffe humaine. J'ai fait un énorme burn-out et donc j'ai décidé de changer de vie. Et ça s'est traduit comment? Et ça se traduit comment? Ça se traduit que j'ai eu la chance de rencontrer une coach qui a commencé à me remettre en place, et à un moment donné, c'était de dire, eh bien maintenant, qu'est-ce qui pourrait avoir du sens dans ma vie? Et donc là, ça a été relativement facile. Ça a été de dire, eh bien, je suis tombé malade à cause de l'eau et je vis parce que quelqu'un m'a donné quelque chose, puisque j'ai une greffe humaine. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Eh bien, je vais essayer de faire quelque chose pour eux. Voilà, ça a été le départ. Toutes les mathématiques, tous les mathématiciens, toutes les sciences se sont inspirés du réel. Le nombre, avant d'être un symbole sur la page ou sur le cahier, c'était des objets, un ensemble d'objets. Donc c'est normal que l'enfant, qui est au stade des opérations concrètes, prenne tout dans le quotidien. Donc il faut passer du quotidien, du concret, et à partir de là, donner du sens. Donc je vais par exemple vous donner, est-ce que je peux donner un exemple de sens? Bien sûr. Je donne un exemple. Tout le monde connaît la formule de l'aire d'un rectangle. On va dire, allez, base fois hauteur divisé par 2. Non, bien sûr. Allez, bien sûr. Donc, je vais vous montrer un exemple tout simple. Donc, voilà un géoplan. Donc, vous avez un triangle quelconque. Je mets un rectangle autour. Donc, la hauteur, donc, on va prendre cette hauteur. Hein. Il y a 3 hauteurs, bien sûr, mais on va prendre celle que je peux mettre parce que j'ai un nombre de picots limité. Ensuite, je mets un rectangle autour et je note quelque chose, que la base de triangle, c'est aussi la longueur du rectangle. Et que la hauteur, qui n'est pas très bien ici, mais c'est pas grave, c'est celle du triangle. Voilà. Et donc, l'aire que je veux, c'est celle-ci en bleu et celle-ci. Oui, c'est difficile de le tenir. Voilà. Vous y arrivez donc voilà. Vous voyez, ça c'est l'air. Et vous voyez très bien que ça et ça, c'est égal.
Et donc, c'est la moitié du base fois hauteur. C'est pour ça qu'on divise par 2 à la fin. Voilà, on divise par 2 parce que la base et la hauteur du triangle, c'est comme la longueur et la largeur du rectangle. Et on a imagé la chose. Vous voyez? Et subitement, le petit Emmanuel, vous comprenez, a compris. Alors, les professeurs... Monica, elle n'a pas du tout confiance dans mes compétences mathématiques. Elle me regarde avec les yeux. Ça y est, vous avez compris? Ouais, non, mais ce que je veux dire, est-ce que j'étais claire pour le public? Bien sûr. D'accord. Ah bah si j'ai compris, tout le monde a compris. 86% d'entre eux perçoivent la génération Z comme différente des générations précédentes. Ça, c'est d'abord un chiffre qui vous a surpris ou... Pas vraiment. Je pense que toutes les générations ont pensé que les jeunes étaient différents d'eux, quand même. On peut l'avouer. Alors, en quoi elle est différente, justement? Parce que vous avez commencé à nous parler, justement, de la flexibilité, de nouvelles attentes aussi du monde du travail. Oui. Donc, quand on leur a posé la question, est-ce que cette génération est comme les autres? Alors, non. Selon les chefs d'entreprise, cette génération, elle est très différente. Donc, 86%, comme vous le disiez, estiment qu'elle est différente. 7 sur 10 estiment qu'il est difficile d'identifier leurs aspirations. D'accord. Et 50% des dirigeants estiment qu'il est compliqué de les faire évoluer dans le monde de l'entreprise. Donc, ils ont quand même heureusement, ils les perçoivent positivement sur différents points, qui sont en particulier l'ambition, l'innovation et la maîtrise des outils digitaux. Donc ça, c'est sans grande surprise. Néanmoins, près de 80% d'entre eux les jugent vraiment plus attentifs à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ils les trouvent moins investis que leurs aînés et moins respectueux de la hiérarchie et de l'autorité. Et donc, et c'est ça qui est vraiment très important, je pense, 72% des patrons considèrent qu'ils sont moins fidèles. Et ça, c'est une valeur cardinale pour les patrons d'entreprise, la fidélité. Donc c'est là qu'on arrive au point le plus délicat, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour les chefs d'entreprise, la fidélité et l'investissement dans le travail, dans l'entreprise, sont clairement en retrait par rapport aux générations précédentes, au profit d'une aspiration plus importante pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Pourquoi vous avez décidé de placer vos fontaines principalement dans les écoles ? Ah, alors ça, c'est un élément important. Alors, parce que, comme je l'expliquais au début, pour moi, l'éducation, c'est la source, c'est ce qui permet l'autonomie des populations. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que les écoles sont des lieux sécurisés. Parce que même si l'eau permet la vie, eh bien, malheureusement, il y a pas mal de vandalisme. Et donc, le fait de mettre les fontaines dans les écoles, ce lieu sécurisé, c'est important. Et ensuite, eh bien, les enfants viennent tous les matins avec le bidon de 20 litres pour la famille et repartent le soir. Et ce qui permet, eh bien, on va dire, d'inonder les villages ou les quartiers avec de l'eau potable grâce à l'école. Voilà. Ça a aussi un impact mécanique, si je puis dire, sur le taux de scolarisation. Eh bien, écoutez, quand on installe des fontaines, parce qu'on finance aussi des repas, eh bien, on peut voir que on baisse de 80 à 85% l'absentéisme des enfants à l'école et on augmente de 25% le nombre d'enfants scolarisés. Et donc, ces 25%, ce sont absolument des enfants qui, auparavant, n'allaient pas à l'école parce que, très souvent, dans les villages, eh bien, les enfants peuvent habiter à 1, 2, 3, 4 kilomètres et s'ils n'ont déjà pas à manger chez eux, qu'ils n'ont pas de repas le midi, eh bien souvent ils ne viennent pas à l'école pour ces différentes raisons et que lorsqu'ils ont et de l'eau et de la nourriture, eh bien les parents, envoient leurs enfants à l'école, pas forcément pour qu'ils étudient, mais au moins pour qu'ils puissent se nourrir correctement. Ça commence chez Singapour avec des histoires. Les enfants inventent des histoires pour donner du sens au mot addition, parce que ce n'est pas dans leur vocabulaire. Donc, mettre ensemble, combiner, combien il y a 6 petits cochons et 4 méchants loups, qu'est-ce qui se passe? Voilà, 4 enfants, 4 garçons, 6 filles, plein de situations concrètes. Donc, ils les inventent, ils donnent du sens à l'opération. Ensuite, l'imager. On peut imaginer qu'on va commencer, par exemple, à faire une barre. Voilà. La barre, donc il y a 6 et 4. Donc je vois les deux couleurs différentes et je vois la longueur. Donc je commence à avoir... les proportions. Voilà. Et ça, c'est dessiné sur le papier ou sur le cahier. Ça, c'est en 3D pour que je puisse le montrer. Mais après, regardez, vous parlez de la beauté. 5-5. Qu'est-ce qu'on voit? 5-5.
on voit... 6-4, mais dans l'autre sens. Voilà, on continue. Oups, attention au micro. On voit... Vous voyez que ça continue, ça continue, et ça peut aller jusqu'en haut. Et la barre, la vôtre, elle était jusqu'en haut, n'est-ce pas? Et donc, tout ici, c'est ce qu'on appelle, en France, les compléments à 10, c'est-à-dire tous les nombres qui font 10. Parce que les enfants apprennent, sans même compter, que les longueurs... 2, 3, 7, voilà, 4, 6, etc. Vous voyez comme c'est beau. Et puis jusqu'en bas, quand c'est tout violet, il y aura comme ça. On a le socle. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout l'ensemble de toutes les façons que je peux faire 10, n'est-ce pas? De façon visuelle ou dessinée sur ou fait. Donc j'ai mon histoire, j'ai mon image. Voilà. Comment ensuite on passe à l'abstraction? Parce qu'on sait que notamment, alors pas à l'école primaire, bien sûr, mais après c'est par là qu'on va en maths. Alors on donne un nombre, un chiffre au 6, un chiffre au 4, et on écrit ce qui est classique, 6 plus 4 égale 4 plus 6. Et donc, on montre que tout égale 10. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci également, Shirley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi pour les infos et la chronique et nous, on se retrouve demain. Bonne soirée. Ciao.